Parler de ce sujet un petit peu complexe. René a déjà tracé une espèce de plan, mais bon, j'ajouterai dans ma présentation que mon entrée dans le métier, c'est pas fait par la géographie. C'est vrai que j'ai fait de la géographie, j'ai fait un doctorat de géographie, mais au départ j'étais ingénieur agronome. Donc les questions de sécurité alimentaire, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Bon. Donc, je traitais de la question de l'aide internationale tournée vers l'Afrique représente de fait une gageure, surtout en 45 minutes, tant l'exercice ressemble à une tentative de pénétrer dans une immense forêt, très composite, faite de grands arbres, qui sont faciles à repérer, vous allez le voir, mais aussi d'un sous-bois dans cette forêt assez épais, d'arbustes, de buissons, je pense à différents types d'ONG, je pense aux coopérations décentralisées, des lianes aussi, des plantes comestibles et des plantes plutôt addictives, voire vénéneuses. Je pense à l'aide alimentaire pour un certain nombre de pays qui apportent du secours et en même temps bloquent pas mal de choses quand c'est pas très bien utilisé. Pour filer la métaphore forestière, j'ajouterai qu'à vue d'œil, certaines parties de cet ensemble végétal semblent bien cultivées, avec de l'organisation, des régularités. Je pense aux pays dont on peut connaître les dons, les prêts, etc., parce qu'ils sont référencés, il y a une déclaration, il y a, on va voir le système du comité d'aide au développement. Donc des parcelles de la forêt aide internationale au développement tournée vers l'Afrique, des parcelles qui sont bien cultivées, d'autres qui sont plutôt sauvages, mais pleines de dynamisme. Il y a des nouveaux venus dans cette aide au développement, on en parlera un peu à la fin. D'autres encore, dans ces différentes parcelles qui sont plutôt en friche, semblant abandonnées, mais aussitôt recolonisées par des espèces inattendues, et qui apportent aussi un certain soutien ou un encadrement aux populations. Je pense à un certain nombre d'organisations, aussi de la société civile, mais qui ont derrière des motivations religieuses, politiques, etc., etc. Et ces parties recolonisées, on a du mal à les examiner aussi. Alors pour commencer à décrire tout cela, je ne vais pas utiliser un drone, parce que si on faisait cela, on ne verrait que la cime des grands arbres. Je vais essayer de rester un peu au ras du sol, au ras des faits. Évidemment, je les ai triés, j'ai choisi, vous pourrez me le reprocher. Rester au ras des faits pour progresser, aussi de rencontre en rencontre, voir l'évolution des choses, comprendre le théâtre des acteurs, pour arriver à la fin jusqu'à la question de l'efficacité de l'aide, en concluant sur les questions qui sont devant nous, questions qui sont posées par des problèmes et des acteurs que le théâtre de l'aide internationale n'avait pas vu venir ou n'avait pas bien vu venir. On finira là-dessus. Alors une précaution oratoire tout de suite et quelques précisions avant d'entamer le périple forestier dans cette forêt. Donc, la précaution oratoire, avant les précisions, la précaution oratoire, c'est le fait qu'il n'y a rien de méprisant dans ma bouche quand je parle de théâtre de l'aide internationale. Je sais que des fois j'ai choqué certains publics parce qu'ils m'ont dit là vous croyez qu'on s'amuse. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement m'intéresser au jeu des acteurs. Comme on parle en sociologie des organisations, des jeux d'acteurs. C'est-à-dire des mouvements des uns par rapport aux autres et comment ils se déplacent en fonction du contexte pour jouer quel rôle. Voilà ce que j'appelle le théâtre. Donc il n'y a rien de méprisant. Maintenant, des précisions avant d'entamer le vif du sujet. Je crois qu'il nous faudrait une définition de ce qu'on appelle l'aide au développement. Et on va le faire, on va se servir d'une définition.
notamment parce que les statistiques internationales fiables sont fondées là-dessus. Elles sont évidemment fondées sur des définitions précises. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que l'aide internationale n'est pas une substance chimiquement pure. Hein, l'adjectif défini, l'aide internationale, ne convient pas. Pourquoi? D'abord parce que tous les acteurs ne déclarent pas leur aide ou pas de la même façon. Il y a des rubriques très différentes, un codage très différent, et il y en a qui ne déclarent pas leur aide. Et il y en a qui font soi-disant de l'aide alors que ça n'est pas tout à fait. Aussi parce qu'il nous faudrait toujours pouvoir distinguer l'aide publique au développement, ce qu'on appelle l'APD, de l'aide privée, qui passe par les ONG. Mais attention, une partie de cette APD, de cette aide publique au développement, est gérée, passe en fait par les ONG. Dans les conférences des donateurs, par exemple, il y a souvent une double déclaration, les ONG disant voilà ce qu'on met sur la table, et les États disant voilà ce qu'on met sur la table, et en fait il y a des recouvrements ou des chevauchements. C'est par exemple le cas des ONG très professionnelles, des pays d'Europe du Nord, Danemark, Suède, Norvège, etc., dont toute l'aide passe par des ONG. Cas inverse de l'UNICEF, qui fait appel à des dons privés. Et souvent, quand vous achetez des cartes postales de l'UNICEF, vous avez presque l'impression que c'est une ONG. Or, c'est une agence des Nations Unies, qui est sur ses financements un peu ambivalents. Alors, pour les grandes masses d'argent, il est assez simple de distinguer ce qui relève de l'aide bilatérale de ce qui a trait à l'aide multilatérale au niveau des engagements. Mais c'est plus compliqué d'y voir clair quand on regarde la répartition géographique et donc le ciblage. Quand on veut parler d'efficacité, il faut parler de ciblage. Pourquoi? Parce que les déclarations sont assez claires du côté des donateurs, les choses sont moins claires du côté des récipiendaires. Et il y a de l'aide qui est parfois 2 fois comptée. Quand la France dit qu'elle va doubler l'aide vers l'Afrique, en fait, elle double une partie de son aide bilatérale, chaque pays étant directement visé par la France, mais il y a aussi une partie de cette aide dite doublée par la France qui passe par les canaux multilatéraux, puisque la France contribue au budget de la Commission européenne, notamment de la DG Développement, parce que la France contribue au budget de la Banque mondiale, d'accord? Donc on est un peu dans la complication. Dernière précision, l'aide internationale sous-entend des transferts d'argent du nord vers le sud, c'est souvent comme ça qu'on l'entend. Mais à présent, certains États comptent non seulement l'aide dépensée à l'extérieur de leurs frontières, mais aussi l'aide humanitaire octroyée aux migrants sur leur propre sol. Donc là encore une fois, c'est les pays d'Europe du Nord qui ont commencé. Maintenant, tous les pays européens comptent dans l'aide publique au développement, qui est normalement un transfert vers le sud, une partie de l'aide humanitaire qui consacre à accueillir des migrants, à construire des abris de fortune ou des camps de réfugiés, entre guillemets. Bon. Donc, il faudrait aussi pouvoir compter l'aide sud-sud, qui est la plupart du temps pas déclarée. Donc, on est dans quelque chose d'un peu compliqué, je voulais vous prévenir. Et c'est aussi difficile à la fin de parler d'efficacité quand on n'a pas les vrais chiffres et quand on n'a pas tous les chiffres. Donc, on va se fonder, vous allez voir, plutôt sur des choses qui sont déclarées et assez claires. Donc, on va commencer par une première partie sur les acteurs de l'aide internationale tournée vers l'Afrique, acte 1. Il y aura un acte 2. Alors, à tout seigneur, tout honneur, commençons par les grands arbres, voilà, c'est-à-dire par l'aide publique au développement, l'APD, donc ODA en anglais, ODA, ODA, pardon, donc Official Development Aid, que certains traduisent aussi par Overseas Development Aid, pour signifier qu'on est outre-mer. Alors, cette définition, tout d'abord, c'est celle de Jean-Michel Severino et d'Olivier Chernos, deux spécialistes de l'aide au développement.
Si on la lie ensemble, l'aide publique au développement est une activité par laquelle des pays transfèrent vers d'autres des ressources publiques en vue de contribuer à leur développement. Au-delà des capitaux financiers sont également transmis des compétences, des pratiques, des technologies, des valeurs. Quelques remarques sur cette définition pour comprendre aussi la complexité de ce qui se passe. Je m'intéresse au verbe transfert. Les pays qui transfèrent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire exactement donner. Ça ne veut pas dire exactement prêter. Ça peut vouloir dire des deux. Et dans l'aide publique au développement, il y a des deux. Il y a des dons. Il y a aussi des prêts qui sont sur de tellement longues périodes et à des taux d'intérêt tellement faibles qu'on peut les assimiler à des dons. Mais il y a aussi quelque chose qui choque beaucoup les étudiants chaque fois qu'on en parle et qui choque les militants, mais ça fait partie des règles de la comptabilité publique, les remises de dette. Si vous me devez de l'argent et que je dis vous me devez 50 €, vous me devez plus que 25, c'est comme si je vous en donnais 25 en fait. Bon, c'est pas du cash, mais bon. Donc, transfert, ça veut dire plusieurs choses, attention, méfions-nous. Quand on dit des ressources publiques, ça veut dire vos impôts et les miens. J'espère que vous payez des impôts, ce qui signifie que vous avez des revenus au-dessus d'un certain niveau. Ce qui pose la question de la redevabilité et de la transparence. En France, par exemple, quand on vote ses budgets à l'Assemblée nationale, c'est là qu'on a le moins de députés présents en séance, régulièrement. Donc comment on assure la redevabilité, comment on assure la transparence, c'est compliqué. Ça veut dire que qui se mêle de ça, par exemple en France, c'est le Trésor public et la direction des relations économiques extérieures de Bercy. Donc pendant longtemps, par exemple, l'aide alimentaire était gérée par la DRE. Un peu bizarre, ça ne correspondait souvent pas aux besoins, mais pourquoi? Parce que les inspecteurs des finances considéraient que quand on donnait de l'aide alimentaire à un pays, c'est comme si on l'aidait. Donc ça devait passer par un compte en équivalent monnaie, et c'est eux qui distribuaient géographiquement parlant. Ça veut dire aussi, quand on parle de ces finances publiques, que l'aide budgétaire va être appuyée par ces ressources publiques. Donc l'aide budgétaire et la dette, je pense qu'on en a parlé avec le précédent conférencier, Éric Baird. Voilà. Encore quelques remarques sur cette définition. Au-delà des capitaux financiers, d'autres ressources. Transfert de compétences et de pratiques. Ça veut dire que derrière le transfert de savoir-faire, il y a des façons de s'organiser, y compris dans la manière de gérer l'État. Il y a des façons de s'organiser en matière de droit. Par exemple, les pays qui sont sous influence du droit public français n'ont pas exactement le même droit que, évidemment, les pays sous influence de la common law des anglo-saxons. Ça veut dire aussi, en matière de culture et de langue, on a là aussi une influence importante. En matière de compétences, ça veut dire qu'il y a des salaires, des missions, toute une logistique qui reviennent souvent à des nationaux du pays bailleur. Et pas exactement. Il y a des gens qui disent l'aide internationale, ça ne sert à rien, ça sert à nourrir un paquet de technocrates qui ont des sursalaires, etc. On verra si on peut en débattre. Transfert de technologie, ça veut dire transfert de matériel, ça veut dire qui achète le matériel d'une part, mais à qui achète-t-on le matériel? Alors par exemple dans l'aide française, il y avait ce qu'on appelait l'aide liée, qui n'existe plus en théorie. L'aide liée, c'était le fait que dans les accords de coopération, on donnait de l'argent à un certain nombre de pays africains qui devaient acheter du matériel français. Autrement dit, l'argent revenait chez nous et ça, comment dire, c'était un soutien à notre propre commerce et à nos propres industries parfois. La question de l'aide liée, même si elle n'existe plus, ça veut dire quand même que derrière l'aide, il y a souvent la question du retour sur investissement. Pourquoi est-ce qu'on aide des pays? Dernière ressource qu'on transfère, c'est dans la définition, c'est la diffusion de valeurs. Donc on diffuse des valeurs liées à l'état de droit, aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'égalité homme-femme, droits des enfants, etc.
La France et les pays de l'Union européenne le font largement, l'affichent. Les institutions de l'UE posent des conditions à l'attribution de l'aide. D'autres pays ne le font pas. Ça peut revenir comme question dans le débat. Alors, après avoir questionné la définition, regardons un peu du côté structurel de cette aide publique au développement tournée vers l'Afrique. Le mieux, c'est de regarder comment elle a commencé. Parce que souvent, dans le berceau et dans le bébé qui naît, on aperçoit la structure de ce qui va se passer ensuite. Alors, disons-le tout net, même si l'expression est un peu choquante, mais elle commence à être utilisée maintenant assez largement. L'aide publique au développement est tournée vers l'Afrique, démarre comme le service après-vente de la décolonisation. Globalement, c'est le service après-vente, avec toutes les qualités et les défauts parfois d'un service après-vente. Alors j'en veux pour preuve qu'en matière d'aide bilatérale, par exemple, il y a une certaine géographie de l'aide, comme un ciblage un peu particulier. Je vais donner deux exemples. Voilà le site du DFID, donc Department for International Development, c'est l'agence de coopération internationale du Royaume-Uni, un acteur important dans l'aide tournée vers l'Afrique. Voilà comment se présente leur site dès la page de couverture, et ils annoncent le UK Africa Investment Summit. Donc, vous voyez, l'Afrique ressemble un peu au logo du LAM. Il y a toute l'Afrique. Mais quand vous cliquez tout de suite sur l'onglet Where We Work, vous voyez une autre Afrique se dessiner. Où est-ce que nous travaillons comme DFID? Vous voyez, grosso modo, l'Afrique des anciennes colonies et du Royaume-Uni et de l'Afrique anglophone. Bon, il n'y a pas que les Anglais qui font ça. Et évidemment, du côté du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, on a la même chose. Quand on regarde les pays de la ZSP, la zone de solidarité prioritaire, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée. Bon, vous voyez dérouler, je dirais presque l'ancienne AOF et l'ancienne AEF. Pour beaucoup, on voit bien que notre aide, quand elle dit voilà les pays prioritaires, elle est quand même ciblée géographiquement, même si on aide par ailleurs beaucoup d'autres pays. 40,9% de l'APD totale était destinée à l'Afrique, dont 2/3 à l'Afrique subsaharienne. Il y a dans les pays aidés, bizarrement, c'est dans le rapport Berville, si vous voulez aller le voir, il y a l'Algérie. On se demande pourquoi on aide l'Algérie. Je vous laisse ça en pâture. Je pourrais y répondre aussi si vous voulez, dans les questions. Du côté de l'Europe, aussi des traces de ce SAV. Alors des traces, ça ne veut pas dire que toute l'aide est uniquement tournée vers ce service après-vente. Donc, d'une part, la déclaration Schuman, la déclaration qui fonde quelque part l'Europe, on est en 1950. L'AOF et l'AEF ne sont pas encore décolonisés. La décolonisation du côté des Français, c'est 1960. Et voilà ce que déclare Schuman. En même temps, donc, il déclare « L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation d'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. » Et pour mettre en place cette affaire-là, les institutions européennes lancent le Fonds européen de développement qui va concerner donc l'aide octroyée aux pays qui sont ex-colonies. Jusqu'à présent, voilà les 3 grands instruments de développement de l'Union européenne. Ça, c'est une carte qui vient du site de la DG DEVCO, Développement et Coopération. Donc, le partenariat proche, la DG NIR, donc le voisinage, comme on l'appelle en français, la coopération internationale un peu partout, et le Fonds européen de développement, vous voyez, qui a vraiment une connotation géographique
très particulière. Jusqu'à présent, le budget de ce Fonds européen de développement n'est pas intégré au budget de développement européen. Il est géré de façon particulière. Ce qui veut dire, par exemple, puisque le budget de la DEVCO passe par aujourd'hui un contrôle strict du Parlement, les Français ont tous découvert que le Parlement, grâce au traité de Lisbonne, maintenant, le Parlement européen contrôle les choses de plus près. Hein, on l'a vu avec la validation des nominations des commissaires, mais jusqu'à aujourd'hui, le Fed n'est pas contrôlé par le Parlement, mais par le Conseil des ministres, c'est-à-dire petits arrangements entre amis. Il y a encore une réforme sur la table dans le prochain budget. Normalement, il se pourrait que le Fed soit intégré au budget, au budget européen de développement, mais c'est pas sûr du tout que... Ouais. Alors, après avoir questionné ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Après avoir questionné la définition, hein, si on regarde du côté structurel de cette aide publique au développement tournée vers l'Afrique, le mieux est de regarder... Le mieux est de regarder maintenant du côté de son évolution, et pour cela, on prend sur le site de l'Agence française de développement comment est-ce que l'aide évolue. Donc, cette courbe-là montre jusqu'au début des années 2000 l'évolution de l'aide en volume, et la courbe en noir qui descend ici et qui va plonger en même temps ici à partir de 90 par là, c'est l'aide en pourcentage du revenu national brut. Alors, je vous ai montré la trace que laissait le facteur géopolitique, qui était en grande partie dû à la guerre froide. Si on regarde maintenant cette évolution dans le temps, toute aide confondue, on peut faire plusieurs remarques. L'aide publique au développement est, représente celle des pays du comité d'aide au développement. Pardon. Voilà. Comité d'aide au développement. Donc, qu'est-ce que c'est que le comité d'aide au développement? C'est un club, ou une commission, si vous voulez, de l'OCDE, qui regroupe les 30 pays qui font de l'aide publique au développement. Alors aujourd'hui, ils sont 30. Au moment, jusque dans les années 2000, ils étaient 24. Mais les grands donateurs, ça va être la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Danemark, l'Italie, l'Irlande, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie. Grosso modo, vous reconnaissez dans ce panel qu'on appelle comité d'aide au développement, donc vous reconnaissez l'Occident, quelque part. Hein. Il y a le Japon, il y a l'Australie, il y a les États-Unis et toute l'Europe occidentale. Alors, il y a deux graphes qui montrent donc l'évolution par rapport au volume total et l'évolution par rapport au revenu national brut cumulé de tous ces pays du comité d'aide au développement. On voit que l'aide évolue dans le temps. Force est de constater que cette aide ne varie pas en fonction des besoins des bénéficiaires. Elle va plutôt être impactée par les évolutions du contexte des bailleurs. C'est comme ça qu'on va voir, par exemple, au niveau du premier choc pétrolier, hein, cette chute là par rapport au revenu national brut. Hein, on va voir plus tard la crise de 2008 aussi apparaître. Comparer l'évolution des courbes, ça veut dire que on peut constater qu'après une progression de 1960 jusqu'à 1970, donc on a grimpé ici, mais on a une stabilisation par rapport au revenu national brut, qui est ici une espèce de plateau, hein, à 0,35% du produit intérieur brut ou du revenu national brut
pendant les 20 ans qui vont aller jusqu'après 85. Pourquoi aide et influence marchent la main dans la main? Dans le contexte de la guerre froide, il faut garder ses amis. Il faut garder ses amis dans son camp, et ça signifie pour les Occidentaux s'assurer au moins de deux choses: l'accès aux ressources et le contrôle des marchés, s'assurer d'un soutien des pays africains, notamment quand ils votent à l'ONU et au Conseil de sécurité. Je vous rappelle qu'au Conseil de sécurité, il y a 15 membres, il y en a 5 qui ont le droit de veto, mais pour faire des majorités, on doit faire 8 contre 7, dans lesquels il y a, il y a toujours les 5 qui ont le droit de veto dans les 8. C'est ça qu'on appelle le droit de veto. Donc c'est ça que veut dire donc le fonctionnement du Conseil de sécurité et les majorités qui se dégagent. Et donc, avoir des amis dans notre camp, pendant tout le contexte de la guerre froide, jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'est extrêmement important. C'est ça qui va compter pour peser dans le jeu international. L'effondrement de l'URSS et le déclin de son influence vont ouvrir une nouvelle ère. L'aide géopolitique devient sans objet. Et c'est la raison pour laquelle cet état de fait, qui est combiné aussi au fait que l'aide n'a pas eu les résultats escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire, cette aide diminue drastiquement. C'est la période qu'on a appelée, ici, la fatigue de l'aide. Et aide en fonction du revenu national brut et aide en volume baisse. La grande peur des chefs d'État africains à ce moment-là, c'est qu'à partir de la chute du mur et après, leur grande peur, c'est que les Européens, notamment, se détournent de l'Afrique et de son développement et ne s'intéressent désormais plus seulement, dans le sillage de la réunification allemande, qu'à l'Europe centrale et orientale. Donc toutes les discussions qui ont eu lieu à ce moment-là, constatant ce qu'on a appelé cette fatigue de l'aide, donc ce déclin. En matière d'aide internationale, pour aller très vite, si on essaye de faire un bilan de cet acte 1 de l'aide internationale au développement, on constate, j'en parle pas beaucoup, on pourra y revenir dans les questions si le sujet vous intéresse, on constate une montée en puissance des ONG du Nord, mais aussi à partir de la chute du mur notamment, un peu avant et surtout après, montée en puissance des ONG du Sud. Donc montée en puissance des sociétés civiles, montée aussi en puissance de ce qui va correspondre au multipartisme, mais je ne traiterai pas du versant politique. Ce qu'on constate aussi sur la période, quand on regarde les pratiques de l'aide, c'est la diversification des modalités d'intervention de ces ONG et diversification des thématiques traitées. C'est comme ça qu'à partir de la chute du mur de Berlin, clairement, on va pouvoir parler de plaidoyer, il va y avoir la thématique des droits de l'homme, égalité homme-femme, etc. Tout ce mouvement se double d'une dynamique de professionnalisation. Et ça, un certain nombre d'États vont bien le comprendre et quand ils vont favoriser, ce n'est pas le cas de l'État français encore, mais pour un certain nombre de pays, quand ils vont favoriser les ONG très professionnelles, c'est pour les faire agir par délégation. Et c'est aussi pour ça que je parle peu des ONG, même si on peut y revenir dans les questions, parce que la professionnalisation des ONG fait qu'en fait, les ONG vont agir comme les États. Autre point de ce bilan pour aller très vite, l'installation durable dans le paysage de l'aide des ONG d'urgence. Cette aide qu'on appelle parfois humanitaire, vous savez, elle a commencé à partir de la crise du Biafra et donc avec la création
de Médecins sans frontières par la suite, mais après c'est les grandes famines 74, 84 et l'institutionnalisation de toute cette aide humanitaire, le fait que quand les États ne veulent pas intervenir, ils vont surtout faire passer l'aide par l'aide humanitaire, le fait que cette aide a une très bonne presse à l'époque dans le grand public, des opérations médiatiques comme Bandhead, les opérations médiatiques sur le Darfour pour tout ce qui concerne le monde anglo-saxon, etc., vont faire que cette aide va monter en puissance. En même temps, l'aide internationale au développement de type classique, les projets et les programmes, cette aide est de plus en plus démonétisée. Elle est remise en question, et on y reviendra dans la question de l'efficacité. Elle est démonétisée au sens propre et au sens figuré, puisque l'aide baisse, tandis que l'aide budgétaire, elle, est encore sous le contrôle des institutions financières internationales. L'aide budgétaire, donc, c'est le passage de cette aide qui fait des programmes et des projets directement sur le terrain à un soutien au budget des États contre un certain nombre d'engagements de ces États bénéficiaires, entre guillemets, à faire un certain nombre de choses, privatisation et désétatisation d'un certain nombre de fonctionnaires. Si maintenant on passe à l'acte 2 de cette aide internationale tournée vers l'Afrique, la première question qu'on va se poser, c'est la fin de la guerre froide va-t-elle faire penser aux Occidentaux, notamment, qu'on est entré dans une nouvelle ère de paix? Quel type de paix? Une Pax Americana, certains le pensaient en 89-90, ou une paix multilatérale, où chacun aurait à jouer sa partition et où diplomatie et développement, ce que j'appelais les grands arbres, pourraient mieux converger. Réponse à la question, ni la Pax Americana, ni la paix multilatérale. On sait, puisqu'on connaît la suite de l'histoire, on sait que le 11 septembre 2001, la guerre en Afghanistan puis en Irak, les attentats du 11 septembre, donc la guerre en Afghanistan, l'Irak, vont faire revenir tout le monde à la réalité. En matière d'aide au développement, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire cette chose-là. D'abord, ce sont l'OCDE et les Nations Unies, donc plutôt sur le versant multilatéral, qui vont prendre les choses en main. La négociation part d'un rapport de prospective de l'OCDE. Si je me souviens bien, c'était Notre avenir à tous, ou quelque chose comme ça, qui correspondait aussi à la même période avec le rapport Brundtland, qui a lancé le développement durable. La négociation aboutit à un processus typiquement onusien, c'est-à-dire à l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement. Alors pourquoi je dis un processus typiquement onusien? Parce que ce sont d'abord les États qui sont concernés. Et donc, les objectifs du millénaire pour le développement, ça va intervenir ici à la signature à l'Assemblée générale des Nations Unies par les chefs d'État et les représentants des États ici en 2000, et ça va correspondre et ça va relancer l'aide au développement dans ses tendances vers le haut. Donc le site de l'AFD dit la reprise du millénium et des OMD. Ces OMD, donc, qui vont être ce nouvel horizon, sur les 8 OMD, 6 concernent le développement des pays du Sud. Donc les pays du Sud sont contents, notamment les pays africains. Leur grande peur, c'était que l'Europe et les Occidentaux se détournent de l'Afrique. Là, on a un processus qui relance donc l'aide au développement. La Chine, qui a adhéré à l'OMC depuis le 11 septembre 2001, suit la même dynamique. Et les Occidentaux croient à l'époque, un peu benoîtement, qu'elle va rester l'atelier du monde, sans prétention à plus d'influence
et d'exercice de la puissance hors de ses frontières. Je me souviens d'une conférence de Thierry de Montbrial à l'époque qui disait c'est pas de mal à veille que la Chine nous rattrapera, ils sont capables de nous copier, mais en ce qui concerne l'innovation technologique, etc. Je me souviens aussi d'en avoir parlé avec des ingénieurs d'Airbus qui m'avaient dit on sait, tous les Airbus qu'on a vendus sont tous marqués et on les suit à la trace bon, et on a un Airbus qui a disparu, donc on sait les Chinois sont en train de découper un Airbus et de le démonter, mais c'est pas de mal à veille qu'ils feront eux-mêmes un quadri-réacteur. Mon œil, ils en ont fait entre-temps. Bon, enfin voilà. Donc les pays du Sud sont contents, la Chine rejoint le mouvement. Les Occidentaux, qui sont plutôt partisans d'un goodwill, hein, d'une bonne volonté, voient dans la coopération internationale des signes favorables pour un avenir meilleur, donc aussi pour leur commerce. Il n'y a pas que ça. Un autre processus de discussion se déroule, notamment sur l'efficacité de l'aide et pour améliorer cette efficacité. J'en parlerai après, c'est pour ça que je le cite juste comme une évolution en parallèle de la négociation et de l'adoption des OMD, mais on en parlera aussi après. J'ai dit 6 sur 8 concernent le Sud, donc les voilà. Donc réduire la faim et la pauvreté, objectifs autour de l'éducation, égalité homme-femme, la santé la santé des enfants, materno-infantile, etc. Les thèmes classiques hein, du développement. On est bien là dans le multilatéralisme. Le dernier met l'accent sur le partenariat mondial, l'objectif numéro 8. Donc tout ça est assez cohérent. Quel est le 7e des objectifs? C'est l'objectif autour donc, de l'environnement. Alors il est certes tout seul, mais il est la trace de ce qui s'est passé en 92 à Rio, hein, donc le sommet de la Terre. On est en train de prendre conscience en 2000 qu'il y a une importance autour de ces questions de l'environnement. Je vous rappelle qu'à Rio, on a signé 2 conventions importantes autour du changement climatique et de la biodiversité. L'ONU s'est aussi relégitimée comme un vrai acteur international, notamment en légitimant pas mal d'ONG du Sud et l'inverse. Donc l'aide internationale est relancée et tout le monde est assez content de la façon dont ça peut se passer, mais quand on fera le bilan en 2015, on verra que les choses sont mitigées. Certes, on a atteint l'objectif numéro 1, mais c'est grâce au fait que les Chinois ont vraiment réduit de moitié la pauvreté. Bon, il y a d'autres problèmes sur certains des objectifs. En tout cas, qu'est-ce qu'on a acquis? On a acquis des choses en matière de méthode pour avoir un agenda commun, un agenda qui concerne tout le monde. Pour chaque objectif, il y a des cibles spécifiques et pour chaque cible, il y a un indicateur. Autrement dit, on a un tableau de bord. Et ce tableau de bord, il va être utile aussi pour faire du plaidoyer. Les organisations de la société civile vont pouvoir aussi se servir de ces tableaux de bord pour dire ça va pas assez vite, pour dire l'égalité homme-femme, ça pêche dans tel pays. Voilà. On a des données objectives, ce n'est pas un mince résultat. Mais la crise financière internationale de 2008 est passée par là. Et bon, dès 2010-2011, le secrétaire général des Nations Unies, hein, Ban Ki-moon, va se préoccuper hein, de la suite. 2010-2012, on commence à discuter. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on fait des OMD++, ce qui était, rencontrait la faveur des chefs d'État africains, par exemple, parce qu'on a toutes les thématiques du développement et ça c'était bien. Ça leur disait, après 2015, il faut continuer l'aide au développement, il faut donner plus de moyens, il faut renforcer cette affaire-là. Ça, c'était la première branche de l'alternative. La deuxième branche de l'alternative, c'était mieux intégrer les questions d'environnement. Et pas seulement de changement climatique, mais aussi les questions ville durable, les questions biodiversité, les questions énergie, etc. etc. Et c'était donc la mise sur agenda des objectifs du développement durable.
ils sont universels, ils sont insécables, les voilà. Les deux façons de les représenter, vous les connaissez, hein, c'est la façon en tablette de chocolat. Le problème, c'est qu'après, chacun va chercher ses petits et on continue à faire ce qu'on faisait avant. Même les ONG font ça, hein, ils vont chercher l'objectif dans lequel ils sont spécialisés. Ils disent oui, oh, ne m'oubliez pas au niveau des financements. Bon, je préfère cette manière de voir les choses en rosace parce qu'elle illustre bien l'indivisibilité des ODD. Alors, on en arrive à la situation d'aujourd'hui, hein, pour regarder précisément, notamment pour l'Afrique, et on va se servir de quelques tableaux statistiques pour voir déjà les 10 premiers bénéficiaires de l'aide publique au développement. Alors, dans l'ordre et par volume en millions de dollars, on voit de l'Éthiopie jusqu'à la Somalie. Déjà, quand on regarde la totalité de ce qui est transféré, c'est 52 milliards et ça fait 42 dollars par personne, ce qui fait quand même pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? On voit que ce tableau mélange et met dans le même sac d'une certaine manière des pays qui ont une population très faible, comme l'Éthiopie, 17 000 populations, ou le Sud-Soudan, 12 millions et demi, la Somalie 13,6, avec des pays qui sont énormes, comme le Nigeria, 191 millions, ou bien la République démocratique du Congo. Donc déjà, il y a un problème autour de ce ciblage. Si on regarde très rapidement les indices de développement humain, on se demande qu'est-ce que vient faire le Maroc là-dedans. Hein, le Maroc, 123e au classement de l'indice de développement humain, un indice de 0,667. Bon, il est comme il serait à mettre au niveau des revenus dans la même catégorie que le Nigeria ou le Kenya. Bon. On voit qu'il n'y a pas le Niger, il n'y a pas la République centrafricaine, pas le Tchad, le Burundi, le Sierra Leone, le Burkina, etc., Mali, Libéria. Bon. Donc ça pose ce ciblage pose quelques problèmes. Si on regarde qui sont les 10 premiers bailleurs en transfert total, on voit la place prédominante. Alors là, on mélange les bailleurs multilatéraux et bilatéraux. Donc, les États-Unis viennent en tête, la France est que 8e. On verra dans les... si on regarde l'aide bilatérale, la France remonte en 4e position. Donc, on voit des institutions importantes qui s'occupent de la stabilité mondiale, comme on dit au comité interministériel de coopération pour le développement, les institutions de l'Union européenne, la Banque mondiale, le Royaume-Uni, ça c'est en bilatéral, l'Allemagne en bilatéral. Le Fonds mondial, c'est le fameux Fonds mondial dont on vient d'avoir une réunion à Lyon, présidée par Emmanuel Macron. C'est le Fonds mondial contre le VIH, paludisme, tuberculose. La Banque africaine de développement, la France, au niveau bilatéral, le Japon, Canada, etc. Si on compare ça avec les 10 premiers bailleurs multilatéraux de l'APD, on voit qui intervient de façon, très puissante, puisque les 10 bailleurs multilatéraux représentent 81% de l'aide multilatérale. Donc c'est dire l'importance du poids qu'ont les institutions européennes, la Banque mondiale, le Fonds mondial, le Fonds africain de développement, qui est l'instrument de développement de la Banque africaine de développement. Gavi, c'est la fondation Bill Gates et Melinda, l'UNICEF, le FIDA, qui est le bras armé financier de la FAO, donc intervenant sur les questions d'agriculture et d'alimentation, le FMI avec son Trust Fund, et le PNUD, etc., etc. Bon, je passe pour en arriver à l'efficacité de l'aide.
Je vais essayer de ne pas dépasser l'heure quand même. Pour arriver donc à l'efficacité de l'aide, question qui vous intéresse particulièrement. D'abord dire que c'est une vieille question. Hein. Quand je cherche dans mes archives, je vois que j'ai des articles au moins depuis les années 70. Hein. Ça a commencé à propos des méthodes pour diffuser la bonne parole du progrès technique en agriculture. J'ai un article de François de Ravignan dans Le Monde diplomatique qui s'appelle « Un village du Niger devant les experts occidentaux ». Il est de 1977. François de Ravignan, c'est le père d'Antoine de Ravignan, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste à Alternative économique. Donc, on se posait déjà des questions sur l'efficacité. On se disait, est-ce que c'est aux experts occidentaux qu'il faut confier la transformation de l'agriculture africaine? François de Ravignan était de ceux qui disaient, moins les experts occidentaux interviennent, mieux ça vaut. C'est un élève de René Dumont. Alors, de l'autre côté, on trouve sur le site de l'AFD, par exemple, des plaidoyers pour l'aide. Hein. Un exemple frappant de l'utilité de l'APD concerne le Sahel, où l'aide publique au développement de la France était historiquement très ancrée, avec un fort rôle stabilisateur. L'effondrement de l'aide française dans cette zone entre les années 90 et 2001, ce que j'avais nommé la fatigue de l'aide, cet effondrement a laissé le champ libre à tous les trafics et à toutes les influences. Résultat, en 15 ans, le djihadisme en a fait l'une de ses grandes zones d'influence. Hubert de Milly, célèbre expert de l'AFD. Donc, on voit déjà la question est controversée, je vous la réactualise aujourd'hui en disant cette question de l'efficacité de l'aide, elle recouvre en fait trois aspects de la question. D'abord, la question vue sous l'angle de l'efficacité à proprement parler. Hein. Autrement dit, on regarde la réalité et la quantité des résultats obtenus, et en matière de développement en Afrique, on va se poser la question au profit de qui? On avait comme programme de construire 10 écoles, on a construit les 10 écoles, l'efficacité 100%. D'accord? À ne pas mélanger avec la question sous l'angle de l'efficience. L'efficience, ça va être une mesure de productivité. Hein. Donc, le rapport entre les résultats obtenus et les moyens obtenus, et les moyens employés, pardon, pour les obtenir. Quand on parle de développement, dans une période où il y a raréfaction des ressources, notamment quand il y a concurrence entre les ONG par exemple, cette question de l'efficience, elle est extrêmement importante à poser. Pas mélanger efficacité et efficience, ça me semble être nécessaire pour bien parler d'efficacité. Enfin, la question de l'utilité et de la contre-utilité, hein, voire de la nuisance de l'aide. Je vous ai remis là pour vous rappeler que la question est vieille. Aid has obstacle, hein, c'est un livre qu'on m'a offert quand je travaillais en Haïti en 1980. Donc où l'aide est considérée d'abord comme un obstacle au développement. Et en fait, on la voit seulement sous l'angle mainmise et influence de la part des grands bailleurs. C'est là aussi quelque chose qui a à voir avec justement les questions de la faim et de la sécurité alimentaire. Alors si on revient à la question telle qu'elle se pose aujourd'hui, il faut remonter au tournant des années 2000, quand l'aide tournée vers l'Afrique, je l'ai dit, est fatiguée. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle est posée dans le débat international. Et il faut faire très attention, à mon avis, y compris quand on fait partie des ONG militantes. Pourquoi il faut faire très attention à cette question de l'efficacité de l'aide? Parce qu'il faut bien s'apercevoir que quand l'aide est fatiguée, entre 1990 et 2000, et surtout à partir de 2000, cette question est d'abord posée par ceux qui ne s'embarrassent pas de procès ou bien d'évaluation scientifique pour la poser. L'objectif est de récupérer les ressources de l'aide au profit, peut-être, d'autres populations que les populations africaines. C'est le vieil argument cartieriste, la Corrèze avant le Zambèze, hein, pour ceux qui ont les cheveux blancs dans cette salle. Cette question, elle est posée régulièrement par les élus FN. Dans toutes les coopérations décentralisées, aujourd'hui,
on les rencontre, pour ne pas employer une expression plus grossière, parce qu'on m'a dit que c'était enregistré. Bon, cette question, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la poser, hein, mais il faut aussi voir qu'elle est posée par ceux qui veulent relancer l'aide dans ces années donc 2000. Pas seulement pour des raisons généreuses. Ils voudraient aussi améliorer la qualité de l'aide. C'est notamment le cas des gens qui sont dans les grandes institutions d'aide et de développement, aux Nations Unies, à l'OCDE, à la Banque mondiale, etc., dans les coopérations bilatérales. Et on va se pencher sur les défauts de l'aide pour essayer de les corriger. Donc on va mettre en cause la mauvaise coordination entre les bailleurs. Je me souviens d'un article du Monde qui montrait les statistiques sur le nombre de missions concernant l'aide étrangère que l'Éthiopie recevait dans les années 2003-2004. Il y avait plus de 700 missions par an. Plus de 700 missions. Banque mondiale, Union européenne, aide française, la Corrèze, le département de la Gironde, le Japon, le Canada. Comment voulez-vous que les ministres travaillent dans ces conditions-là? On peut dire que l'État est faible, certes, mais si, bon, voilà. Donc, ministre des Finances, ministre de la Coopération, etc., sur place, sont constamment occupés. Bon, mauvaise coordination. Deuxièmement, concurrence entre les bailleurs. Vieux reste de la guerre froide, hein, où il faut continuer à avoir de l'influence sur un certain nombre de territoires. Le fait aussi de tirer le bénéficiaire UEADIA en lui imposant X systèmes de reporting et d'agenda de réalisation des programmes quand il y a X bailleurs, chacun ayant son calendrier, par exemple, pour faire les budgets, etc. Le fait de ne pas tenir compte des leçons apprises de l'expérience. Donc, quand on fait des programmes sur 6 ans, et bien même si ça foire au bout de la 2e, 3e année, ou ça foire partiellement, on ne corrige pas le cap, on continue selon les procédures déclarées. Donc ce processus d'évaluation, négociation sur l'amélioration de la qualité, ce processus qui vise à relancer l'aide va aussi travailler sur le financement de cette aide publique au développement. Ça va donner lieu à plusieurs forums de haut niveau, à Rome en 2003, à Paris en 2005, on va en reparler, à Accra en 2008 et ensuite à Busan en Corée en 2011. À chaque fois, on progresse. À Rome, ce sont les pays bailleurs seulement qui se rencontrent. À Paris, ce sont les pays bailleurs et les récipiendaires. À Accra, on y ajoute enfin les organisations de la société civile et les ONG. À Paris, ils étaient là, mais ils avaient le droit de se taire et de signer la déclaration finale. Et enfin, on va y aussi ajouter le secteur privé. Cette déclaration de Paris, elle va arriver à ce fameux triangle de l'efficacité de l'aide, où on va se dire qu'il y a 5 principes. L'appropriation du programme par le pays partenaire, par le pays bénéficiaire, donc c'est le pays bénéficiaire qui fixe les objectifs, l'alignement qui concerne les bailleurs entre eux, et qui concerne les bailleurs avec le partenaire, alignement sur les objectifs fixés par le partenaire, utilisation du système de redevabilité et de budget des pays partenaires, et puis l'harmonisation entre les bailleurs. Plus la redevabilité mutuelle, avec l'idée de partager l'information, ce qui n'est pas gagné, et puis cette fameuse gestion axée sur les résultats, autrement dit, au fur et à mesure de l'avancée des programmes, on essaye d'améliorer les choses en fonction de ce qui a marché et en laissant tomber ce qui a moins marché ou ce qui n'a pas marché. Donc au-delà de ces 5 principes, il faut aussi se poser la question de la capacité d'absorption de l'aide. Ça aussi, ça fait partie de l'efficacité de l'aide. Je me souviens d'avoir discuté avec un des responsables d'une compagnie de transport de containers à Pointe-Noire, au Congo, qui disait, voilà, si tu veux, je te montre l'inefficacité de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, tous les containers de l'OMS, ils sont là sur le port, ils attendent depuis 6 mois. Moi, je suis responsable de la compagnie
transatlantique maritime, et je peux te dire que bon, ces containers, ils sont en train de pourrir au soleil. Et ils montraient ça comme une preuve évidente de l'inefficacité de l'OMS. Bon, le petit problème, c'était d'abord l'incapacité d'absorption de cette aide par l'État du Congo et le fait qu'il n'y avait pas coordination au niveau des programmes. Bon, et puis quand on veut mesurer l'efficacité de l'aide, il faudrait aussi pouvoir poser la question de l'imputabilité. Hein. Aujourd'hui, par exemple, partout dans les pays qui souffrent de la faim, le nombre de malnutris diminue, sauf en Afrique, notamment dans la zone sahélienne. Est-ce qu'il faut imputer ces problèmes à l'aide internationale au développement? Eh bien, évidemment, non. Ça, c'est un des avantages quand même de la coordination de l'aide et des programmes de la FAO, comme les observatoires de la situation alimentaire, ce qu'on appelle le système mondial d'information et d'alerte rapide de la FAO, le SMIAR. Il y a un avantage à ça. Ce qu'on voit, c'est que la faim, elle est liée à des conflits. Et partout où il y a des conflits, il n'y a pas de possibilité pour, par exemple, les paysans de vendre leur production, ou il n'y a même des fois pas de possibilité pour les paysans de cultiver, et il n'y a pas les conflits, ça coupe les routes, donc il n'y a pas d'accès au marché, donc il n'y a pas d'accès même de l'aide internationale vers un certain nombre de zones, etc. etc. Donc là, ce n'est pas l'efficacité de l'aide qui devrait être mise en cause, mais plutôt la capacité d'absorption et comment est-ce que on pourrait aider à la résolution de ces problèmes en dehors des outils classiques de l'aide, notamment en matière de sécurité alimentaire. Alors pour ne pas trop vous fatiguer, pour ne pas dépasser trop le temps qui m'est imparti, en guise de conclusion, les questions qui sont devant nous, parce qu'il y en a. Alors je crois que personnellement, que l'aide traditionnelle, celle que j'ai beaucoup décrite là, jusque-là, bilatérale, multilatérale, même on peut y ajouter la coopération décentralisée, les ONG, je crois que cette aide traditionnelle, même réformée à partir des objectifs du millénaire et même réformée à partir des objectifs du développement durable, on n'a pas suffisamment de recul encore pour voir comment ça va évoluer, mais je crois que cette aide traditionnelle, elle est en train de finir de muer, peut-être même pour certaines parties d'entre elles d'imploser. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle mue profondément? Je crois qu'elle mue profondément à cause de 3 séries de facteurs. D'abord, sous l'emprise de questions globales qui correspondent à autant de menaces globales. Terrorisme, djihadisme, cyberguerre. Migration sud-sud et migration sud-nord. Évidemment, question d'environnement, changement climatique, érosion de la biodiversité, etc. Question de santé globale, qui aujourd'hui ne concerne pas seulement le Sud. Tout ce contexte est en train d'évoluer très, très rapidement. Évidemment, c'est djihadisme et terrorisme qui sont l'objet de la préoccupation des États. Je pourrais vous lire des conclusions du comité interministériel de coopération internationale et de développement du 8 février 2018, ce qui concerne la France, mais on pourrait aussi parler du nexus sécurité-développement de l'Union européenne. Deuxième série de facteurs, l'entrée en lice d'acteurs non référencés par le comité d'aide au développement de l'OCDE. Je pense à la Chine, parce qu'elle pratique un mix d'investissement, de commerce et de développement. Et aujourd'hui, en Afrique, les ports d'entrée, c'est Mombasa au Kenya, Djibouti, où la Chine a une base militaire importante. J'en veux juste une preuve. Le sommet Chine-Afrique, le dernier, le 7e forum, a eu lieu à Pékin en septembre 2018. Tous les pays africains étaient invités, il y en a 53 qui sont venus, 53 chefs d'État. Seul qui n'est pas venu, c'est le
Qui le sait? Qui n'est pas allé à Pékin? Le Swaziland. Parce qu'ils ont une coopération privilégiée avec Taïwan. Alors je ne sais pas s'ils ne sont pas allés ou s'ils n'ont pas été invités, mais Swaziland a une coopération depuis longtemps avec Taïwan. Premier acteur qui rentre en lice et qui bouscule les règles du jeu. Deuxième acteur qui veut aussi bousculer les règles du jeu, ou en tout cas les structures établies, je ne sais pas si c'est trop des règles, mais en tout cas il y a des choses qui fonctionnent de façon régulière, la Russie. Le dernier sommet Russie-Afrique, hein, c'est 22-24 octobre 2019, c'est pas le dernier, c'est aussi le premier, mais ça vient tout juste de se passer. Donc il était coprésidé par Poutine et général Sisi, le chef d'État égyptien. Donc, c'est ce qui faisait dire, je le dis juste en passant, l'anecdote est rigolote, au doyen de la faculté des sciences économiques de Lomé qui était interrogé, hein, Kako Nubukko, qui est un économiste. Il disait les chefs d'État africains n'ont plus le temps de gouverner, ils passent leur temps dans les avions à courir de sommet en sommet. Et il donnait comme exemple le prochain qui aura lieu, vous savez où, en début juin de l'année qui vient. Donc, autre acteur qui rentre dans le jeu, le Brésil et l'Afrique du Sud, hein, par exemple. Est-ce que c'est de la vraie coopération sud-sud? On recevait, je crois, l'année dernière, le professeur Carlos Milani, brésilien, bien francophone, qui venait nous parler des accords entre son université et Sciences Po Bordeaux, et il disait, le Brésil, nous, on aide des pays africains sans condition. Les conditionnalités, c'est des trucs néocoloniaux, même droits de l'homme et égalité homme-femme. Bon, ok, je peux en discuter. Enfin, troisième comment dire, famille de caractéristiques nouvelles qui bousculent le jeu, c'est le fait que l'aide au développement tournée vers l'Afrique, notamment, pour qu'elle soit suffisamment efficace, en ciblage et en thématique, ne peut aller qu'avec le multilatéralisme. Et aujourd'hui, le multilatéralisme est vraiment menacé. Ce multilatéralisme menacé, c'est quand même quelque chose qui pose problème pour se coordonner et pour ne pas faire une nouvelle conférence de Berlin 1885. Si on se partage l'Afrique et ses ressources dans la concurrence la plus exacerbée entre grands pôles de puissance que sont les États-Unis d'un côté, la Chine, la Russie, la Turquie, etc., on risque d'aller vers en fait, les effets d'une nouvelle conférence de Berlin. C'est une hypothèse que je jette aussi en pâture pour ouvrir la discussion. Mais de mon point de vue, si vous me demandez mon avis personnel en tant que Pierre-Jean Rocca aujourd'hui, de mon point de vue, les objectifs du développement durable représentent véritablement une vraie planche d'appel, non seulement pour les États, mais aussi pour les coopérations décentralisées, mais aussi pour les organisations de la société civile, pour continuer à protéger un minimum de multilatéralisme et, Inch'Allah, le faire fructifier.